Comme vous le savez, chaque année, le mois d'octobre se part de rose pour sensibiliser au cancer du sein. Et aujourd'hui, on aura une émission dédiée. On parlera d'alimentation, on parlera de stress, on parlera de bien-être, mais surtout, on aura des témoignages. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Ce programme vous est offert par Simam. Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission la plus inspirante, la plus motivante, l'émission indispensable à votre équilibre, à votre foi, à votre spiritualité, l'émission qui délie les langues, l'émission qui lève les voiles, l'émission qui parle des tabous et l'émission sans laquelle vous ne pouvez vivre. La nouveauté justement pour cette année, donc, c'est d'avoir notre professeur en nutrition, donc qui nous dira un peu comment est-ce que l'alimentation, le bien-être, l'environnement, le stress et tout peut aider à lutter contre le cancer, en fait. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. C'est-à-dire, en se nourrissant bien, on peut éviter d'avoir le cancer. Donc, Ouroupou Jacques, nutritionniste, est avec nous. On va l'applaudir. C'est le professeur Ouroupou du Tchad qui était venu déjà une première fois l'année dernière, je pense, et qui avait eu un passage bien remarqué. Docteur Ouroupou, comment ça va? Ça va, je vais bien. C'est un plaisir de t'avoir à nouveau. Ben, le plaisir est partagé. Merci pour la lutte, hein. On voit le rose. Exactement. Ouais. On est obligé de s'y engager parce que tout ce qui concerne la femme, ben, ça concerne également l'homme. C'est toute une famille et la société. C'est ça. C'est ça, je suis d'accord. Très bien. Donc, on va commencer avec toi, professeur. Alors, tu vas nous dire que des fruits et des légumes peuvent aider à prévenir ou même soulager ou, je ne sais pas, guérir le cancer. Dis-nous, parce que moi, du coup, là, je m'en vais au marché de légumes tout de suite, là. Alors, ben, c'est une très belle question. Déjà, pour que les gens comprennent, lorsqu'on parle de cancer, c'est le développement de manière inappropriée des cellules. C'est ça. Et Dieu, en nous créant, nous avons autour de 30 000 milliards de cellules que chaque être humain a. Et vous savez que les 30 000 milliards, il y a des cellules qui doivent mourir et d'autres se renouvellent. C'est ça. Et ainsi, lors du renouvellement des cellules, il y a ce qu'on appelle les divisions cellulaires. Il y a des cellules qui doivent se diviser et se renouveler. Et par jour, on a 300 milliards de divisions cellulaires. Wow. Lors de ces 300 milliards de divisions cellulaires, il y a certaines cellules qui n'arrivent pas à bien se diviser. Donc cela, on parle d'erreur génétique. Et ces cellules qui n'arrivent pas à bien se diviser, il y a des globules blancs qu'on appelle des lymphocytes NK. NK veut dire Natural Killer. Ce sont des tueurs spécialisés que le bon Dieu a fait et qui doivent détruire ces cellules-là par jour. Et par jour, nous avons autour de 100 000 cellules tumorales ou bien cancéreuses qu'il faudrait détruire par jour. Donc ça veut dire que vous et moi, tous les jours, nous produisons des cellules qui sont soit cancéreuses et qu'il faudrait les détruire. C'est important que les gens comprennent cela. Et donc, si tes lymphocytes NK ne sont pas aptes à détruire totalement, ces cellules-là qui ne sont pas bien détruites vont après se réunir, former un amas, et d'où on va maintenant peut-être au niveau des seins palper, on dit que non, il y a eu une masse et tout cela. Donc il faudrait que les gens comprennent. Maintenant, qu'est-ce qui contribue à ce que les lymphocytes NK soient inaptes à vouloir détruire totalement ces cellules cancéreuses? Le premier élément, c'est ce qu'on appelle une alimentation ultra transformée. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque aujourd'hui, tu as une alimentation
tellement sucré, avec une alimentation également avec beaucoup de protéines, surtout animales, surtout les grillades. Oui, c'est important qu'on en parle. Poulet braisé, tout ça là. Mais bien sûr, parce que vous savez... ça, docteur. Non, mais il faut qu'on en parle. Vous savez, par jour, on a besoin de 80 à 120 grammes de protéines par jour. Cela veut dire quoi? Une cuisse de poulet est suffisant. Par jour. Imaginez qu'une personne s'assoit à 20 heures. Et lui seul, il fait commande de demi-poulet ou bien un poulet entier, bien grillé, bien noir. Et il mange cela tous les jours. Ah ouais. C'est une alimentation inflammatoire. Oui. Associé à cela des fritures. Il va ajouter des Haloco, des frites de pommes. Et donc, tout ce que nous mangeons est hyper cuit. Et cela va voler l'oxygène, va rendre notre corps acide et réduire la capacité des lymphocytes NK à être aptes à détruire les cellules cancéreuses. Ok, Alors, d'accord. Donc ça, c'est le premier élément. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, les boissons alcoolisées. Oui. Une forte consommation de boissons alcoolisées, effectivement, vont rendre également le corps ça va créer l'inflammation et réduire aussi la capacité des lymphocytes NK. Ok. Regardons un peu aujourd'hui comment on prend les boissons alcoolisées de manière vraiment exagérée. C'est vrai. Ou bien les boissons sucrées raffinées. Ouais. Très tôt, déjà, regardons ce que nos enfants mangent. À l'école, les goûters, c'est hyper sucré. À la maison, c'est hyper sucré. Dès lors qu'il a déjà un peu d'argent, il veut aussi continuer à manger hyper sucré. Les noms des viennoiseries, tout ce que nous mangeons. Donc, très tôt, nous réduisons les capacités des lymphocytes NK à être aptes à détruire les cellules cancéreuses. Donc, ça nous expose déjà. Donc, notre alimentation aujourd'hui, si on veut prévenir véritablement le cancer, ben, on est obligé d'avoir ce qu'on appelle une alimentation laser. Laser. Oui, c'est une alimentation anti-cancer, repartie dans le règne végétal. Très bien. Mais alors, ça veut dire, bon, réparti dans le règne végétal, ça veut dire que tout ce qui va être protéines animales comme viande, c'est à éliminer ou à réduire. Et à quelle proportion est-ce qu'on doit manger ça, par exemple, dans la semaine? Est-ce qu'on peut manger de la viande tous les jours ou alors est-ce qu'il faut manger 2-3 fois dans la semaine? Comment est-ce qu'on fait? Alors, une excellente question. Notre corps a besoin des protéines pour son fonctionnement. Et tout à l'heure, je disais que si tu n'es pas un sportif de haut niveau, le besoin en protéines, c'est autour de 80 à 120 grammes par jour. Donc, une cuisse de poulet. Une cuisse de poulet suffit. Okay. Mais pour la semaine, on a besoin de 500 grammes. 500 grammes. Alors qu'un poulet, c'est une moyenne de 1,5 à 3 kilos. Ah, docteur. Donc, imaginez, manger quoi à la place? Mais en fait, le problème qui se pose, c'est que nous mangeons de manière exagérée. C'est ça. Imaginez qu'on se retrouve à 2, on dit qu'on va pour un brunch et puis on touche un cabri. On est à 3. Donc, c'est le génocide alimentaire ou bien c'est un championnat alimentaire. Donc, regardez ça. Est-ce que si, par exemple, on prend une cuisse de poulet le matin, on peut prendre, par exemple, le midi, je veux dire, et le soir, est-ce qu'on peut prendre des œufs? Parce que c'est aussi de la protéine. Exactement. En fait, on peut prendre... Oui, si c'est une cuisse le matin, le soir, on peut prendre peut-être un œuf, il n'y a pas de souci. Okay. Mais il ne faut pas qu'on exagère. Parce que l'excès de ces protéines, le fait de consommer exagérément les protéines, surtout animales, ça conduit à produire autour de 20 à 30 déchets toxiques dans le corps. Mais je peux comprendre ça, parce que même en début d'émission, Aurélie disait qu'elle était fatiguée, parce qu'elle venait de dévorer des côtelettes de bœuf. Elle en a pris 5 morceaux. Elle est en train de manger. C'est la vérité, on a vu ton plat. Elle a mangé. Donc, elle est venue, elle dit, je me sens mal et tout. Dans ma tête, je me dis, je ne vais pas lui dire maintenant, je vais attendre que le professeur lui dise que... Enfin, quand tu as commandé ton plat, t'as faim. Quand on finit de manger, c'est le même plat, là, tu vas manger. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que la santé se résume à 2 éléments. Oui. L'oxygénation et la circulation. Tout ce que tu manges doit apporter de l'oxygène, mais pas voler ton oxygène. Alors que tout ce qui va au feu détruit une bonne partie et vient plutôt voler notre oxygène. Une assiette idéale, on doit avoir 50% de cru, 25% des féculents et le reste des 25% des protéines et autres. Mais regardons notre assiette aujourd'hui. Ce n'est rempli que de quoi?
On C'est ne vrai. mange même du pas gras. de cru. Oui, c'est On ne vrai. mange même pas. En fait, le truc, c'est qu'on a habitué tellement notre corps depuis l'enfance à Exactement. manger des choses grasses que C'est quand ça. on te parle de légumes, tu n'as pas envie parce que tu as Oui. l'impression que ça n'a pas de goût, C'est ça. que c'est pas bon. Mais Donc, parce que parfois, on réhabituer ne le sait pas corps. cuisiner les légumes aussi. C'est Il y a souvent ça aussi. parce que réhabituer le corps à, à manger des quand on choses dit de saines. faire légumes, par sautés. exemple, on fait légumes sautés, c'est cuit jusqu'à... Ah, quand tu oui, mets ta ça fourchette, devrait être ça- plutôt une alors que cuisson à la vapeur. Exactement. Mais une sauce aubergine ou bien je ne sais pas, une sauce l'autre, on cuit, on recuit et la même Mais sauce là, après, on le réchauffe 10 On fois. chauffe, hein. Mais après, c'est culturel aussi de manger ça. comme on mange en Afrique. Est-ce que l'ethnicité, finalement, a un impact sur la prolifération des cancers, notamment le cancer du sein? Alors, une excellente question. Normalement, en Afrique, le fait que nous puissions avoir ce qu'on appelle la peau noire, la mélanine, logiquement, permet de protéger le noir. Parce que lorsque nous sommes en contact avec les rayons ultraviolets du soleil, ça vient plutôt créer un effet anti-inflammatoire et un antioxydant. Mais imaginons aujourd'hui, les gens fuient le soleil. Très tôt le matin, on est assis au bureau. On ne regarde même pas le soleil. On rentre à 18 h. Il n'y a pas de soleil. À la longue, qu'est-ce qui se passe? Notre corps devient fragile. Alors que tout ce que Dieu crée, c'est pour notre bien-être. Nous, on ne veut pas que ça nous noircisse. Effectivement. Alors que la mélanine est produite mieux lorsqu'il est en contact avec le soleil. D'accord. À contrario aussi, trop de soleil, c'est pas bon. Ça peut créer aussi des Alors, cancers. lorsque tu es celui qui a beaucoup de mélanine, qui est noir foncé, ça le protège. Mais D'accord. celui qui est peut-être métissé, lui, par contre, a besoin d'utiliser parfois des crèmes solaires solaires. pour l'aider. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que le cancer, par exemple, de la peau est plus élevé, par exemple, en milieu, par exemple, chez les Blancs, par rapport aux Occidentaux, Noirs. oui. Donc, la mélanine nous protège. C'est pourquoi, par exemple, utiliser certains produits cosmétiques, parce que certains produits cosmétiques contiennent des perturbateurs endocriniens que eux également exposent, parce qu'ils vont apporter beaucoup de déchets métaboliques qui vont réduire le système immunitaire et réduire la capacité de lymphocyte NK vous à arrêtez. détruire Arrêtez le chat, les arrêtez. cellules cancéreuses. Arrêtez le Donc chat. c'est bien beau de se faire belle, mais il faut savoir quel type de produit utiliser pour protéger sa santé. Waouh. Waouh. OK, parlons maintenant des fruits. Je pense qu'on a une vidéo sur les fruits. D'accord. Et le professeur nous dira un peu quels sont les fruits qui protègent OK. contre les cancers. Je connais que le pasek est bon, mais je ne sais pas ce que ça fait à l'homme. En tout cas, c'est très bon, pasek là. C'est tout ce que moi je connais comme dans pasek. Bon, on dit carotte, ça soigne les yeux et puis tout. Bon, ça nettoie les ventres aussi. Et celui-là. Voilà. Donc, et puis en plus, en Afrique, on a tellement de beaux Oui, fruits. Et tout. Donc, quels sont les fruits qui peuvent aider contre le cancer? Alors, en matière des fruits, ben, vous savez, tout ce qui est des fruits beaucoup colorés. OK. Voilà, lorsque nous prenons par exemple La mangue. nous prenons les papayes, nous prenons par exemple les pastèques, OK. même l'avocat. OK. Bon, pourquoi? Parce qu'ils contiennent ce qu'on appelle les éléments antioxydants. OK. Voilà, c'est-à-dire qu'ils empêchent l'oxydation, ça empêche de voler l'oxygène de notre corps, ça empêche que les cellules puissent se rouiller. OK. Donc, le fait que le matin, tu sors et que tu manges, par exemple, un peu de papaye, ou bien tu manges, par exemple, de l'avocat, ben, tu es en train de nettoyer ton corps des déchets toxiques, tu es en train d'apporter plus d'oxygène, tu empêches que le corps puisse être acide. Et donc, c'est très bien de les manger surtout crus. Mais alors, est-ce que les jus, c'est pareil? Parce que moi, je fais des jus chaque matin. On fait jus de pamplemousse, jus de
pastèque, jus de mangue et tout. Mais vraiment, c'est à part. Hein. Je me lève, je prends un dans le frigo, je pars. C'est pas un mélange. C'est-à-dire, je prends le matin peut-être un jus de mangue et je viens au travail. Je prends le matin un jus de pastèque, je viens au travail. Mais est-ce que, et j'ai même inculqué ça aux enfants parce que c'est ça qu'ils prennent pour aller à l'école maintenant. Ouais. Est-ce que le jus a les mêmes, la même force, vertu que les fruits? Alors, c'est une très belle question concernant les jus. Lorsque vous prenez par exemple le jus de pastèque, là, vous bénéficiez de tous les éléments de fibres dedans. C'est ça. Par contre, lorsqu'on prend par exemple les jus d'orange pressés, ben, qu'est-ce qu'on fait le plus souvent? On presse le jus et on jette les pulpes. Alors que ces pulpes-là sont également importantes, très riches en fibres. Et surtout lorsque tu manges l'orange même, vous allez voir que la peau d'orange, il y a un effet... effet de liquide ou bien de senteur, là. Oui, dans le zeste, là. Oui, mais c'est très important pour la peau et pour notre organisme. Donc, au lieu de temps en temps presser le jus d'orange, il va falloir plus manger l'orange avec les pulpes. Parce qu'un verre d'orange, c'est minimum 3 oranges. Et donc, la concentration en matière de sucre est plus élevée par rapport à lorsque tu manges l'orange avec plus ce qui est comme fibre dedans. Justement, en parlant de sucre, les fruits sont sucrés. Ouais. Mais vous avez dit aussi tout à l'heure que trop de sucre, c'est pas bon. Exactement. On a tendance à manger, par exemple, des pains au chocolat, mais tout ça, c'est du sucre. Mais pourquoi le sucre n'est pas bon? Et comment on peut, je dirais, équilibrer la chose en termes de consommation? Alors, notre corps a besoin de l'énergie, mais de l'énergie de bonne qualité. Oui. Lorsque nous prenons, par exemple, beaucoup des produits sucrés, raffinés, qui sont transformés, ben, eux, ils apportent de l'énergie, mais laissent beaucoup de déchets toxiques à l'organisme. Alors que lorsque je mange, par exemple, une mangue, par exemple, la mangue qui contient, en plus des fructoses, contient des fibres, contient, par exemple, des provitamines A et d'autres éléments qui viennent plutôt protéger. Ils laissent très peu de déchets toxiques. Voilà, en fait, la différence. Wow. On a parlé aussi des noix. Il paraît que les noix sont pas mal. Exactement. Les noix de cajou, noix d'arachide, enfin arachide. Mais parce que tout ce qui est comme noix et des légumineuses sont très riches en ce qu'on appelle des nutriments tampons. C'est-à-dire quoi? Le calcium, le potassium, les phosphores et autres, qui sont très importants pour permettre à ce qu'on puisse mieux nourrir notre système immunitaire. C'est pourquoi parfois, dans notre préparation, en y mettant beaucoup des épices, vous voyez un peu, on met par exemple du curcuma, du gingembre, on met par exemple, je ne sais pas, des cannelles, des fenugrec et autres. C'est pour apporter plus de minéraux pour renforcer notre système immunitaire. Parce que notre cuisson est une cuisson qui n'est pas douce. Et donc nous perdons beaucoup des éléments nutritifs lors de la cuisson. Waouh, OK. Franchement, on nous a prévenus dès sur la fête d'alimentation. Chaque fois, on reçoit des gens qui vont nous dire... On ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant, en fait. C'est ça. C'est pourquoi lorsque nous mangeons et que la flore intestinale, par exemple, tu manges et puis tu es souvent constipé et autres, ça impacte négativement sur le système immunitaire. C'est pourquoi si tu veux booster ton système immunitaire, tout commence d'abord par ce que tu manges. Associé avec le stress aussi, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde hyper stressé. Entre le cerveau et le tube digestif, il y a une connexion. Donc, dès lors que quelqu'un est stressé, anxieux et autres, qu'est-ce qui va se passer? Ça perturbe également le tube digestif et donc ça va créer ce qu'on appelle le dysbiose, un déséquilibre de la flore intestinale et ça va impacter et ça va créer ce qu'on appelle immunodépression. Ça veut dire que... Alors, professeur, je ne veux pas t'arrêter, mais si on ne veut pas créer un déséquilibre aussi dans cette émission, il va falloir que je mette une pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous avons été entre-temps rejoints par 3 invités aux histoires poignantes, aux histoires fortes et inspirantes. Monsieur Amian, qu'on va applaudir. Monsieur Amian, il est époux d'une survivante. Oui, effectivement. Comment elle va? Elle va bien, grâce à Dieu, elle va bien. D'accord, tu auras l'occasion de nous raconter. Ça fait plaisir d'avoir un homme, un époux, qui vient aussi témoigner de ce qu'il a vécu, ce qu'il a enduré, comment on voit sa dulcinée se battre, lutter contre cette maladie et tout le soutien que tu as pu lui apporter. En tout cas, nous, on te dit déjà merci beaucoup. Merci. Ensuite, Akpa Sarah épouse Badou. Elle est aussi survivante. Ah ben,
Comment ça va? Je vais très bien par la grâce de Dieu, Oui, merci. ça se voit que tu vas très bien et que tu es belle. Et... En fait, j'aime tellement voir des personnes aussi radieuses qui montrent qu'en fait, c'est pas la fin du monde. Non, du tout. Voilà, c'est ça. Ça fait partie. On peut avoir un par lui et puis ça s'en va. Voilà, C'est ça. tout ça. Ensuite, une autre sublime jeune femme, je dirais Christine Ba, épouse Sanogo. Ça va, Christine? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Bah, super. OK. Alors, du coup, je vais rester avec toi, Christine. On va commencer par toi. Tu vas nous dire... Je sais que Christine est un peu stressée. Aurélie va te faire un gros bisou. Et puis, tu ne seras pas stressée du tout. Elle est Voilà. dans notre salon. Tu vois pas qu'on est assis, mais tu veux de l'eau. T'allais chercher de l'eau pour toi? Oui. Il y a l'autre juste derrière, là. Je vais te donner. Il y a l'autre juste derrière, là. Parle un peu plus, je te donne Tu la vas parole. parler un peu. Alors, dis-nous, comment est-ce que tu apprends que tu as le cancer du sein? Bon, la découverte du cancer du sein s'est faite par une autopalpation. OK. Je venais de me laver et comme les médecins nous conseillent toujours de regarder nos seins. Et j'ai accouché mes derniers bébés, j'ai fait des jumeaux, ils avaient 7 mois. Et je me suis mise devant le miroir, je me rends compte que j'ai une boule au niveau de mon sein. Donc c'est ce qui m'a interpellée. J'ai appelé mon gynécologue immédiatement qui m'a dit de venir prendre un bulletin pour aller faire des examens. OK. D'accord. Et donc, quand tu prends les examens, tu fais les examens? Oui, je fais la mammo et l'échographie. Le résultat sort. Il faut dire que je n'ai pas eu le courage de dire à mon médecin le résultat. J'ai lu juste une partie du résultat et lui, étant médecin, il savait déjà ce que c'était. Voilà, ce que c'était. OK. On me demandait de faire une biopsie. OK. Et moi, il faut dire que quand j'ai vu biopsie, j'ai eu peur. Je suis allée sur YouTube pour voir comment est-ce que ça se fait la biopsie. Et donc, du coup, je n'ai pas eu le courage de lui dire que je devais faire une biopsie. Il m'a encouragé à lire le reste du résultat. Et il m'a dit d'aller faire la biopsie, que c'est quelque chose qu'on fait rapidement et après on peut aller travailler. Donc, je n'ai pas fait la biopsie. Je suis restée là dans mon coin et j'avais peur. Wow. Et quelques mois après, j'ai fait un AVC qui m'avait paralysé tout le côté gauche. Et c'est pendant l'AVC qu'on m'a fait des scanners, des IRM, et que les médecins ont confirmé que j'avais une anomalie au niveau de mon sein et qu'il fallait que je voie ça de très près. Donc je leur ai dit que quand je sortais de l'hôpital, j'allais voir ce problème des seins. Et il faut dire que, bon, ça n'a pas été facile. Ah oui, j'imagine. Je n'ai pas voulu. Je n'admettais pas que bon, je pouvais avoir une maladie aussi grave. Donc, à la sortie de l'hôpital, j'étais assise quand j'ai vu mes enfants en train de jouer. Et intérieurement, quelque chose me dit, mais tu ne vas pas aller faire cet examen qu'on te demande de faire. Tu vois, tes enfants, ils sont très petits. Si aujourd'hui, tu t'en vas, une autre dame va venir prendre ta place. Elle va donner cocotta à tes enfants. Ça, c'est la partie qui motive le plus à aller faire. Et c'est ce qui m'a motivée. J'ai appelé ma sœur en même temps pour lui dire, programme-moi pour l'examen. Je suis allée faire la biopsie. Et ça a été confirmé que j'ai une tumeur. Wow. Et quand j'ai vu les résultats de la tumeur, je vois tumeur, j'ai dit tumeur, c'est pas moi je vais mourir, c'est toi-même tu vas mourir. Nom de Jésus. Et donc c'est comme ça. Alors, OK, moi ce que je veux savoir, c'est combien de temps il y a eu entre le fait que tu découvres toi-même la boule et le fait que tu fasses l'AVC. Parce que quand tu as découvert la boule au début, tu n'as rien fait. Non, non. C'est quelques mois après. Combien de mois à peu près? La boule, je l'ai découverte dans le mois de juillet. OK. Et c'est en septembre que j'ai fait l'AVC. Oui, OK. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous a fait aussi peur au point de rester bloqué pour ne pas aller faire l'examen dès le début? Je suis une grande peureuse. Elle le dit J'ai même. peur des aiguilles. OK. Et on est pareil. J'ai peur des aiguilles. Ouais. Mais bon, Il a fallu faire le pas. il a fallu faire le pas. Et D'accord. comment ça s'est passé du moment que vous avez su que c'était un cancer? Comme j'ai C'était dit, quoi la suite pour vous? L'annoncer à votre mari, comment ça s'est passé? Comment vous êtes... La suite, quoi. Bon, dès que j'ai pris le résultat où on me parlait de tumeur, immédiatement je l'ai appelé. Il m'a dit, calme-toi, on rentre à la maison et on en parle calmement. Et quand il est rentré, il faut dire que c'est un monsieur qui me soutient beaucoup. Et je lui envoie plein de cœurs, plein de bisous. Oui. Voilà, et on a pris la chose en fair play. Il faut dire qu'avec l'AVC, j'avais beaucoup d'absence. OK. Il y a des moments où j'étais là sans être là. C'est ça. Donc, ça m'a permis aussi de surmonter De cette vivre situation. surmonter ça. Plus simplement. Voilà, Plus facilement. tout à fait. En tout cas, je pense que Dieu t'aime beaucoup. Ouais. Dieu t'aime énormément parce que
il a vu que tu avais peur des aiguilles, tu n'es pas allé faire, dit, bon, attends, lui donner un truc encore qui va faire qu'elle va partir. Parce que d'autres personnes n'auraient pas eu d'AVC, puis ça se serait aggravé. Parce qu'elle n'aurait pas eu de signe avant-coureur, elle n'aurait rien eu qui va les emmener à l'hôpital. Oui. En tout cas, il faut beaucoup prier. Hein, et puis, nous, on est vraiment reconnaissants pour ta vie. Merci. Ensuite, je vais passer à Sarah. Tu vas nous dire comment est-ce que tu apprends que tu as cette Alors, maladie. moi, mon parcours est un peu atypique, contrairement à la dame d'ici. Je veux dire que moi, j'ai pas fait d'autopalpation. Okay. Je me suis retrouvée, puisque normalement, au niveau du travail, on nous fait souvent des bilans de santé. Okay. Et on avait fait des bilans, tout était normal. En 2020, j'ai ma mère qui était malade et que j'allais assister puisqu'on était en télétravail. Donc, quand je rentrais à la maison, on n'est pas à une distance trop élevée. Et donc, j'ai mon époux qui passait me récupérer et on rentrait à la maison. On était à 30 minutes du coup-feu. Quand il m'a récupéré, qu'on rentrait à la maison, on était seuls sur la route. Et à un moment donné, on a été percuté par un véhicule. Sans savoir d'où le véhicule venait, on a été percuté par un véhicule, donc on a eu un accident. Et j'ai été obligée d'appeler à la maison chez ma maman pour dire « Ah, on vient de faire un accident ». Et comme c'était vraiment pas loin d'un commissariat, les policiers sont venus, on a fait les constats et tout. Et ils nous ont dit « Bon, essayez de rentrer quand même à la maison, puisque vous n'êtes pas blessé à un niveau tellement grave. Essayez de rentrer et puis demain, voyez ce que vous pouvez faire ». Donc on a roulé, on est arrivé à la maison, mais je ne me sentais pas bien. Je suis allée prendre ma douche et pendant que je prenais ma douche, j'avais mal au sein, tout simplement. Et quand j'ai touché, j'ai senti un écoulement de sang. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. J'en ai parlé à mon époux, il m'a dit, bon, déjà ce qu'on fait, il faut qu'on aille à l'hôpital à cause des douleurs qu'on a. Il y avait une petite clinique du quartier. C'est vrai qu'il y avait le coup-feu, mais on s'est débrouillé, on est arrivé à pied. Ils nous ont fait des injections et tout. Et le lendemain, on est allé dans une clinique pour faire des radios. Et quand on est arrivé pour les radios, j'ai vu un médecin, je lui ai expliqué. Il m'a dit, ah, tiens, il faut que tu fasses des analyses pour voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Et c'est véritablement comme ça que j'ai commencé. On m'a demandé, c'était pendant la période du Covid, donc c'était un peu difficile pour les médecins de toucher les personnes et tout. Ça a été un peu difficile, mais j'ai pu faire la mammographie, tout ce qu'on me demandait, jusqu'à l'étape de la biopsie. Les résultats n'étaient pas sur place. Il fallait faire partir, attendre les résultats. En tout cas, moi, dès qu'on m'a dit, dès que le médecin a dit, ça risque d'être un peu compliqué. Moi, j'ai pas hésité. Moi, je suis allée, on m'a dit, voilà ce qu'il faut faire. Et à chaque fois, quand je partais avec les résultats, quand le médecin regardait, il me disait, on doit passer à telle étape, à telle autre étape. Et j'y suis allée tout simplement, jusqu'à ce que les résultats de la biopsie sortent et qu'on me dise que c'est ça. Je suis partie vers le médecin qui m'avait orientée. Quand il a vu les résultats, il n'a pas pu me donner le diagnostic. Il m'a dit, ah, mais qui est votre gynécologue? Quand je lui ai dit, il m'a dit, allez voir le gynéco. Et c'est quand je suis allée voir le gynéco, que je salue au passage, qui est un papa qui me suit depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Quand il a regardé, il m'a dit, ma fille, tu as un cancer, tout simplement. Et voilà comment les choses ont commencé. J'ai pas eu de... Ça a commencé comme ça, du jour au lendemain. Donc, en 2-3 mois, on passe de quelqu'un qui est sain à quelqu'un qui est malade. Et il faut maintenant prendre des décisions assez rapidement pour ne pas tomber dans certaines choses. Et ça a été, voilà, un peu moins ma situation. Mais comment on se sent quand on a une annonce comme ça? Ben, écoutez, ça a été un peu bizarre parce que moi, quand le médecin m'a dit « tu as un cancer », bon, j'ai pas... Peut-être que j'ai, comme on dit, j'ai banalisé, mais je n'ai pas pris ça au sérieux. Je lui ai dit « ah bon ?» Il m'a dit, je dis, OK, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il m'a demandé, il dit, mais je ne sais pas ce que tu réalises. Voilà, il dit, ah, mais c'est du déni. Il m'a dit, je dis, il n'y a pas de problème. Moi, je venais de faire l'accident et donc il fallait aller récupérer les papiers au commissariat. J'étais dans tellement de courses. Et c'est quand, véritablement, le jour où je suis allée le voir et qu'il m'a sorti le protocole qui devait commencer, c'est là que j'ai compris ce dans quoi j'allais commencer à m'engager. Voilà. Voilà plus ou moins. Et le protocole en question, justement, parlons-en. Il s'agissait de quoi exactement? Alors, le protocole, après tout ce qu'il y a à faire comme examen, quand on a les résultats, il faut commencer par les chimios. Je veux dire que l'accident a eu lieu au mois d'avril, en fin avril 2020.
Et pendant toute cette période-là, j'ai fait les examens. Je me suis retrouvée au mois de juillet. Donc, j'avais mes vacances annuelles. Et quand il m'a dit, j'ai demandé, on me donne le protocole, il faut faire des chimios. Après la chimio, il y a la radiothérapie. Mais avant tout ça, je dis, il y a la chimio en fonction de l'ampleur de la tumeur. Il faut soit faire l'intervention chirurgicale et ensuite la radiothérapie. Après, passer à l'hormonothérapie. Il y a tout un... Voilà, mais dans le cas précis, il fallait commencer par la chimio déjà, le nombre de séances de chimio, voir comment est-ce que la tumeur avait évolué. Et puis, à ce moment-là, commencer le processus. On n'a pas eu d'ablation et tout. Ah si. Ah si. Oui. Tout à l'heure, on reviendra à ça, à tout ce que vous avez eu comme processus. Alors, je vais continuer avec M. Amian, qui nous dira comment est-ce que ta femme t'apprend qu'elle a... Bon, moi, à mon niveau, madame était déjà hospitalisée. Donc, aujourd'hui, même, je rends grâce à Dieu parce que ça fait déjà 1 an. Aujourd'hui, jour pour jour, qu'elle était hospitalisée, elle est sortie par la grâce de Dieu. Dieu merci. Donc, elle était déjà hospitalisée, elle souffrait déjà d'une infection pulmonaire. Donc, elle était au CHU de Cocody. Voilà, donc, il salue le professeur Kony et son équipe du PPH. Donc, de là, ils ont demandé de faire des examens. On a fait des examens et puis, ils ont dit non, que vraiment, elle souffre, mais elle souffre d'un cancer. Mais le docteur dit qu'il n'est pas encore à 100% sûr. Donc, on va faire d'abord la biopsie et après ça, ils seront situés afin maintenant de donner le protocole qu'il faut pour elle. Donc, dans ça, elle souffrait toujours parce que la biopsie n'étant pas... Le résultat ne vient pas rapidement. Voilà, donc, ça nous a mis un peu dans l'embarras. Elle, quand le résultat est sorti, après la biopsie, on est resté dans l'attente du résultat. Mais par contre, le docteur dit, bon, comme c'est comme ça, ils vont donner des calmants, des antibiotiques pour pouvoir la soulager. 1 mois et quelques, quand le résultat est sorti, le docteur m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit que vraiment, votre femme souffre d'un cancer, c'est confirmé maintenant. Waouh. Et waouh. Et j'ai dit, Seigneur, la situation est terminée. Et c'est comme ça, je suis allé vers madame, je lui ai dit, ah chérie, voici ce que le docteur a dit. Donc c'est toi qui lui as annoncé, en fait? Oui, c'est moi qui l'ai annoncé. Donc quand il l'a annoncé, elle a pris ça en tout cas en fair play. Elle a pleuré un peu, mais après, elle a dit non, ça va aller. Et Jésus au contrôle. Donc tiens le coup, ça va passer. Et c'est comme ça. Le docteur a appelé les oncologues et ils sont venus à son chevet. Ils ont dit OK, voilà la procédure à suivre pour son traitement. Et c'est comme ça qu'on a commencé. On a dit c'est vrai, sur 6 cures. 6 cures de chimio? Voilà, de chimio. OK. Voilà. Donc c'est après ça qu'ils ont entamé le protocole. Au début, c'était un peu difficile parce que la chimio, comme la dame l'a dit, là, je suis allé un peu sur le net aussi pour voir. Et vraiment, quand tu écoutes les dames, tu vois au moins les résultats qui sont sur le net, ça coupe un peu le souffle. Ça coupe le souffle? Ça coupe le souffle. Parce que c'est douloureux ou parce que c'est coûteux? C'est douloureux. Non seulement c'est douloureux, et puis ça affaiblit la personne. C'est très, très facile. Bon, c'est quelque chose qui est vraiment douloureux. Quand ils ont fait la première cure, et quelques semaines après, bon, ses cheveux, comme on le dit, elle se peigne, puis tu vois, tu es là, ta femme, et puis ses cheveux qui tombent. Comme ça, tu vois, c'est... En tant qu'homme, c'est difficile. Voilà, c'est difficile. En fait, tu regardes ton épouse, elle est là, bon, on a fini, tu mets ta main comme ça, ça tombe. Bon, Seigneur. Moi, un peu, on a acheté, on a enlevé la totalité de la chevelure. Et donc, après 1 semaine, par exemple, quand ils font la chimio, 1 semaine, en fait, elles sont vraiment dans la douleur. C'est quelques semaines après, quelques jours après, que son corps commence à reprendre et elle commence à se sentir. Parce que ce n'est pas facile. Ouais. Je salue les dames qui sont ici. Bah oui. Voilà, je vais vraiment mon chapeau. Je voulais demander aux dames, c'est quel type de douleur? C'est des douleurs musculaires? C'est quoi comme douleur? Il y a ce qu'on appelle les effets secondaires de la chimio. C'est-à-dire qu'après la chimio, tout le monde n'a pas le même organisme, hein, ça dépend de chaque personne. Donc, vous avez des personnes qui ont des vomissements.
Ça peut être sur une longue période, 2 à 3 jours. On a des maux de ventre, on peut avoir, excusez-moi, la diarrhée. Et ça peut vous prendre pendant 2-3 jours. Quand c'est comme ça, on est affaibli. Et puis, effectivement, il y a des douleurs musculaires. Parce que par moment, on a des aftes dans la bouche aussi. Donc, on a des plaies dans la bouche. On n'a pas envie de manger. On a la nausée. Et puis, il y a des douleurs, comme on dit, des douleurs musculaires. Parce qu'on a des problèmes. Il y a les mains, les ongles qui noircissent. Là, les pieds, les ongles des pieds qui noircissent. À un moment, on a mal au bras ou aux pieds. Bon, ça dépend vraiment de chacun. Donc, c'est toutes sortes de douleurs qui se manifestent, mais en fonction réellement de l'organisme de chacun. De chacun. Voilà. Moi, je vais dire que je n'ai pas eu d'effet secondaire en tant que tel. Parce qu'après ma première cure de chimio, ça s'est bien passé. C'est juste mes cheveux qui sont partis. Je n'ai pas eu de diarrhée ni de vomissement, non. Les 8 cures se sont passées très bien. Voilà, par la grâce de Dieu. Voilà. Est-ce que vous preniez comme le nutritionniste disait, peut-être que pendant cette période, souvent on conseille de prendre des produits, des fruits, des compléments alimentaires ou bien des comment on appelle, médicaments traditionnels un peu à côté pour jongler. Est-ce que vous faisiez ça pour essayer de renforcer le système immunitaire? Moi, non. Moi, rien du tout. Tu ne connais pas. Toi non plus. Avant le traitement, on m'avait donné des médicaments traditionnels avant que je ne commence les cures de chimio. Mais quand véritablement j'ai commencé, j'ai arrêté. Tout ce que je faisais, c'était ce que les médecins me demandaient de faire. Je prenais les médicaments. Et puis, au niveau de l'alimentation, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Du coup, on a arrêté tout ce qui était sucré parce que j'avais un peu cette tendance-là. Beaucoup de chocolat chaud, de croissants, de pain au chocolat. Voilà, ça, c'était mon addiction. Voilà. J'aimais bien. Et pour ne pas dire que j'aime bien, mais on est obligé aujourd'hui de réduire. Voilà. Donc, voilà. Et justement, on va marquer la pause publicitaire et on va revenir dessus, voir votre alimentation avant d'avoir le cancer. On va à la pub et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec le professeur Ouroupou Jacques, Monsieur Amian, Akpa Sarah épouse Badou et Christine Ba épouse Sanogo. J'espère que je prononce bien les noms. Alors c'est la troisième et dernière partie. On va aller sur votre alimentation pré-cancer. Mais il y a un truc quand même qui m'interpelle, c'est comment est-ce que tu as fait tes bilans de santé, tout, et c'est l'accident qui déclenche le cancer. C'est dû à quoi? C'est ce que j'étais en train de me dire. Je dis qu'en général, on a déjà... Quand on nous dit qu'on a le cancer, c'est que ce n'est pas maintenant que ça se voit. Le cancer, il a déjà commencé. Et c'est peut-être 10 ans ou 5 ans plus tard, quand on le découvre, il est déjà là. Donc c'est pour dire qu'on peut avoir le cancer sans véritablement savoir. C'est vrai qu'il y en a qui refusent les bilans, mais il peut être déjà en nous. Wow. Quand on dit qu'on a le cancer, c'est que la maladie, elle a déjà commencé et elle s'est installée depuis. Voilà. Mais moi, je pense qu'elle a décrit un symptôme. Elle a dit qu'il y avait du sang qui coulait. Je pense que ce n'est pas forcément la boule qui est signe, en fait. C'est ça. Qui est signe. C'est liquide. Voilà. C'est ça. Il y a Donc, plusieurs, tu veux dire quelque chose. Il y a plusieurs formes, dis-moi. Tu veux dire... Oui, il y a ce qui est solide, mais il y a aussi des formes un peu liquides. C'est ça. Okay. Voilà. Et c'est une maladie un peu silencieuse, d'abord qui peut prendre 3 ans, 5 ans, et tout dépend également de ton profil nutritionnel et de vie. Donc parfois, le corps va résister pendant plusieurs années avant de se manifester. Maintenant, chez elle, chez madame, c'est qu'elle, par exemple, le stress est venu juste maintenant secouer tout le reste. L'accident aussi. Voilà, donc c'est ce qui a déclenché en fait les choses. D'accord, très bien. Donc parlons de la nourriture, l'alimentation. Comment est-ce que tu te nourrissais? Beaucoup sucré, comme madame l'a dit. Beaucoup sucré, beaucoup de chocolat. Ah ouais? Oui, beaucoup de chocolat. Ça, beaucoup de mais c'est rien, ce truc-là. Surtout le lait concentré sucré. Le lait concentré sucré? Oui, oui. Tu mets ça dans... Beaucoup. Dans le... Beaucoup. Oui. Waouh! Beaucoup sucré. D'accord, très bien. Et donc Sarah aussi l'a dit, hein, beaucoup sucré. Oui, beaucoup sucré. Beaucoup de sucre, beaucoup de jus, beaucoup de chocolat. Mais tout ce qui a de sucré, ça passait sans souci. Alors, et Monsieur Amian, oui, ton moi, épouse? ma femme aussi, elle aimait manger beaucoup le poulet. Et chaque soir, elle avait la sucrerie qu'elle prenait, chaque soir. Je vais parler jusqu'à ma femme, elle m'a dit non, comme je travaille là, elle ne boit pas bien, elle ne boit pas le vin. Donc elle dit non,
C'est sucrerie. En tout cas, quand elle prend la sucrerie, elle se sent à l'aise. Donc, chaque soir, elle prenait la sucrerie, elle mangeait le poulet, le poisson. En tout cas, elle aimait beaucoup le poisson et le poulet braisé. Poulet braisé. Ouais, elle mangeait beaucoup ça. Donc, c'était... Après ça, quand elle est partie à l'hôpital, quand le docteur lui a dit qu'essaie de diminuer un peu le sucré, vraiment, il dit, chérie. Wow. Mais du coup, moi, j'ai envie de demander au médecin, est-ce que le sucre accélère comment dire, la multiplication des cellules cancéreuses? Alors, une excellente question. Aujourd'hui, là, DJ a 10 sur 10. Excellente question. Lorsqu'on mange sucré et surtout du sucre raffiné, ça rend ton corps acide. Okay. Et quand ça rend ton corps acide, ça augmente l'inflammation. Et quand il y a inflammation, ça réduit la capacité des globules blancs, qu'on appelle les lymphocytes NK, à être aptes pour détruire. Donc imaginez le nombre des années que ces personnes ont mangé le sucré. Ça s'est accumulé. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que le corps est trop rancunier. Ton corps peut supporter 10 ans, 15 ans. Et après, maintenant, il te rappelle toute ton erreur alimentaire et tout ce qui va avec. C'est pourquoi insister sur l'aspect prévention, ça passe par ton alimentation, ton style de vie et la gestion du stress. Parce que regardez, par exemple, la plupart des mamans, le poids de la responsabilité dans les ménages. C'est elle qui doit gérer les enfants. Il faudrait, les enfants reviennent de l'école, il faudrait soit les laver, il faut penser au menu qu'il faut établir, ce qu'il faut manger. Elle doit penser la charge émotionnelle. Maintenant, si au niveau du foyer, il n'y a pas aussi un problème. Donc, avec messieurs. Donc, les femmes sont soumises à des épisodes criards de stress associés aussi avec leur alimentation. Parce que lorsque émotionnellement tu n'es pas stable, ça t'oriente plus à avoir une alimentation émotionnelle sucrée. Ça te détend, et donc associé avec le fait que tu ne dors pas assez. Donc en fait, c'est tout ça qui prédispose au fait. Maintenant, moi, dans la même continuité que Didia, j'aurais vu une vidéo qui dit, un nutritionniste disait que même pour prévenir le cancer, c'est-à-dire que même si tu as le cancer, que tu stoppes totalement tout ce qui est sucré, que tu commences seulement à manger des aliments, comme on dit, alcalins, légumes, tout ce qui est vert, en fait, voilà. Ça peut permettre naturellement au cancer de s'éliminer dans le corps sans besoin, sans passer par la chimio. Après, je sais que la chimio, c'est un traitement qu'on respecte, mais est-ce que de manière naturelle, on peut justement vaincre le cancer avec une nouvelle alimentation, un nouveau style de vie? Alors, tout dépend de l'évolution du degré, du degré de la maladie. Si c'est maintenant à un niveau très avancé, chronique, là, ça devient un peu difficile. Mais lorsqu'on le décèle très tôt et que ce n'est pas encore avancé et qu'on prend les dispositions, ce que j'appelle une alimentation laser anti-cancer, c'est de repartir dans le règne végétal, totalement. Et puis, il faut aussi activer ce que j'appelle le mental anti-cancer. Ça veut dire quoi? Cultiver le bonheur, cultiver la paix, la joie, le rire et l'amour. Voici des remèdes puissants qu'on ne trouve pas en pharmacie. Aujourd'hui, les gens font semblant d'être heureux, mais les gens sont malheureux. Donc, plus tu es stressé, tu n'es pas heureux, tu es en train de réduire la capacité de tes lymphocytes à détruire ces cellules cancéreuses-là. Donc, en fait, si on fait tout cela, vraiment, on va réduire l'incidence de cette maladie. Alors, monsieur Amian, en tant qu'homme, comment est-ce que tu as soutenu ta femme dans ce processus et combien de temps elle a fait dans la maladie? Bon, comme je l'ai dit, ça fait maintenant 1 an. Ça fait 1 an. Qu'elle est dans la maladie, mais il faut dire qu'au début, c'était un peu difficile. Après la 6e cure, elle s'est remise. Par la grâce de Dieu, ça a commencé à aller. Elle a fait 6 cures. Et donc, c'est les premières cures qui ont été un peu difficiles. Première et deuxième. Après ça, elle s'est habituée. Les cures sont espacées de combien de temps? C'est 21 jours après. 3 semaines. Voilà. 3 semaines. 3 semaines, voilà. Après 3 semaines, tu vas faire la cure, tu finis, on te donne une bonne ordonnance. OK. Il faut dire aussi que les médicaments sont vraiment... Ça coûte cher. On allait en venir à ça. Les médicaments du cancer sont vraiment coûteux. Donc, après ça, tu vas à la pharmacie et tu achètes les médicaments pour donner à madame. Et quand elle prend 2 jours, 3 jours, il y a les effets secondaires qui viennent. Pour elle, vraiment, elle était affaiblie. Elle avait tout le temps la nausée. Elle avait la nausée et elle avait une perte d'appétit. Mais après, ça passe. Vous avez des enfants?
Oui, elle a un enfant. Comment il a vécu ça? Bon, elle s'est mise à pleurer. Bon, après, on lui a dit, il faut te calmer. Ça va passer. Mais donc, elle a un mari fort, qui a le mental anti-cancer. Voilà, donc ça va. Donc, avec elle, on échange, je lui dis de garder la foi, parce que c'était vraiment la solution. Il faut prier beaucoup, il faut rendre grâce à Dieu tout le temps, et puis il faut être avec elle. Ouais, c'est ça. Il faut lui remonter le moral. Donc, c'est ce que je faisais avec elle, être à ses côtés. Même quand je vais au travail, je rentre un peu tôt, et puis on échange. Il n'y a plus d'after work, les choses comme c'est fini. Non, là, c'était... Faire du sport pendant une chimio. Je veux dire, même si je sais qu'il y a 21 jours, je sais que la première semaine peut être difficile, mais est-ce qu'il est recommandé pour des personnes qui ont le cancer de faire du sport, quand même, pour aider à parer? Lorsque tu as une bonne alimentation et qu'il y a peu d'effets secondaires, le sport recommandé, ce sont des exercices physiques qu'on peut faire simplement à faire de la marche. Parce que pour épurer le corps des déchets toxiques, parce que la chimiothérapie, c'est beaucoup de doses, c'est un cocktail de produits. Donc déjà, à ce niveau, si tu ne t'hydrates pas bien, tu ne bois pas assez d'eau, lorsque tu ne marches pas assez, ça serait difficile d'épurer le corps et surtout aider le foie. Parce qu'en fait, par minute, le foie, il y a 1,5 litre de sang qui passe au niveau du foie. Mais lorsque tu fais des exercices physiques, tu augmentes le débit du sang qui passe au niveau du foie pour aider à épurer le corps des déchets toxiques. Donc, la marche simplement pourrait aider, mais à ce niveau, il faudrait déjà que la personne ait un peu de la force. C'est pourquoi une bonne alimentation avant la chimio, pendant la chimio et après l'alimentation joue toujours un rôle important. Claire, alors, ça se voit. Moi, je veux demander aux deux dames, vous êtes passées par la case ablation. Oui, moi. Donc, comment on est femme, mariée et tout ça, on a un corps qui est bien, on va dire, et puis, du jour au lendemain, on se retrouve avec un sein qui n'est plus tout à fait le même que l'autre. Comment est-ce qu'on vit ça dans son mariage? Alors, c'est une question qui est très pertinente. Écoutez, déjà, traverser toute cette étape-là, c'est, comme le médecin l'a dit, c'est quelque chose d'assez difficile. Mais le fait même de savoir qu'on aura l'ablation, je pense que c'est ce qui freine beaucoup de femmes. Parce que par moments, quand on est à l'hôpital, on voit des dames qui pleurent parce qu'on leur dit qu'elles vont avoir un sein en moins. Donc je pense qu'il faut, et je crois que c'est ce que beaucoup de femmes craignent, il faut déjà avoir un mental d'acier. Mais quand on a sa famille, on a ses amis, on a son époux, quand on a des personnes qui sont proches de nous et qui nous apportent de l'amour, c'est cet amour-là qui nous donne la force de vouloir aller de l'avant. Et comme elle a dit, quand on voit les enfants, on se dit, il faut que je me batte pour eux. Mais à un moment, on se dit aussi, pour moi-même. Parce que si je ne suis pas là demain, je ne suis pas là. Les autres vivront. Pour moi-même, qu'est-ce que je fais? Et c'est à ce moment-là qu'on demande à Dieu de nous donner la force d'avancer. Donc avoir effectivement un sein en moins, au début, c'est choquant pour soi-même. Parce que tu te mets devant la glace, et tu regardes, tu te dis, mais j'ai un sein en moins. C'est-à-dire que je suis handicapée. Parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas, mais on est des handicapés de la société. Il y en a d'autres qui ont un pied en moins, un bras en moins. Nous, on a un sein en moins, mais sauf que ce n'est pas visible. Donc, c'est le moral. On se regarde, il y a des fois, tu pleures. Au début, moi, ça m'arrivait. Tu es devant la glace, tu pleures. Tu pleures, tu te demandes, mais c'est moi qui suis là. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que... Et puis bon, à un moment donné, on commence à accepter. Puis on se dit, c'est un sein en moi. On ne le voit pas. Aujourd'hui, il y a des prothèses. Aujourd'hui, on peut se déplacer. Nos mamans, peut-être qu'elles n'avaient pas cette chance-là. Donc, nous, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir s'aider. Donc, voilà, à un moment, mais il y a des jours, je veux dire, on est des personnes. Là, ça choque moins que de se mettre moi-même pour moi. J'ai mis ça carrément à côté. Mais je veux dire, si un jour il y a des jours aussi, ça nous revient avec tout notre parcours. Quand on a arrêté, on peut avoir des larmes qui coulent et on en repense. Voilà. Et toi? Moi, je vais dire que, comme j'ai dit, avec l'AVC, j'avais beaucoup d'absence. Donc, du coup, ça m'a aidé à accepter. Mais il faut dire que déjà, avant l'intervention chirurgicale, j'avais déjà averti les enfants. Je leur ai dit que vous voyez, le sein de maman, il est malade. Le docteur va aller soigner. Et donc, après l'intervention, monsieur est venu avec le sein coupé. Donc, le truc qui m'a montré, je n'avais pas été choquée. Ah oui, moi je me suis dit, je suis sexy. C'est comme ça que j'ai pris la chose. Je me suis dit, je suis sexy.
Wow. Et quand je vais à la maison, les enfants me demandent, maman, je dis non, le docteur a pris pour aller soigner. Quand il va finir de soigner, il va remettre à sa place. Ah ouais, Donc c'est comme ça. Wow. On a pu surmonter ça. Wow. Et est-ce que madame, elle a eu l'ablation? Non, non, non. Non. Je n'a pas eu. Ok, d'accord. Donc, on continue les chimios, mais ça va. D'accord. On n'a pas l'ablation, mais nous, on donné un traitement. On a de faire d'autres, d'avancer encore les choses, les examens. Et on voit ce que ça donne. Mais alors, peut-être, bon, il y a quelque chose que j'ai besoin de comprendre. C'est parce que la chimio ne fonctionne pas quand on arrive à l'ablation ou c'est juste le processus? C'est le processus. Quand on fait les chimios, c'est juste pour pouvoir réduire, comment on dit, la tumeur, la taille de la tumeur. D'accord, ok. Voilà, parce mais elle est toujours là. Elle est toujours là. Ok. Donc les chimios permettent de réduire. Maintenant, au sorti des chimios, on peut, par exemple, dire que, bon, on enlève juste la tumeur, mais si on voit que véritablement la tumeur, elle peut avoir bougé, mais elle est là de façon pertinente et que ça risque d'avoir une récidive, à ce moment-là, le médecin prend la décision. Mais ce n'est pas la première décision du médecin de Donc, il y a des personnes qui peuvent avoir une chimio très bien sans ablation, rien du tout, jusqu'à... Et puis après, il n'y a pas de récidive, rien du tout. D'accord, très bien. Ben, écoutez, on est à la fin de l'émission. On est déjà à la fin de l'émission, oui, déjà. Toi, tu avais honte au début, maintenant tu dis déjà. Maintenant, c'est chic. Alors, justement, je vais rester avec toi et tu vas donner un mot de fin. Moi, je veux que tu t'adresses à la caméra et que tu dis, genre, en 2 phrases, qu'est-ce que tu peux dire à ces femmes qui ont aussi peur, peut-être, hein, qui n'arrivent pas à passer l'étape de la biopsie et tout ça? D'accord. Ce que je vais dire à mes sœurs, c'est faites-vous dépister. Parce que dépister tôt, on peut guérir du cancer du sein. Et puis, on peut avoir une vie normale. Donc, il faut se faire dépister. Félicitations, en tout cas, Christine. Vraiment, félicitations, vraiment. Donc là, tu es guérie. Non, je suis en rémission. Oui, en Côte d'Ivoire, il faut 10 ans sans récidive. Mais il faut dire que moi, j'ai eu des récidives au niveau de ma colonne vertébrale et puis de mon ovaire droit. C'est ça. Il y a des moments, on peut faire une récidive. Il y a eu des récidives, mais par la grâce de Dieu, comme la médecine évolue, c'est ça. On a pris des médicaments, mais vraiment très, très coûteux qui, par la grâce J'imagine. de Dieu, On peut avoir une idée des prix rapidement? Il n'y a pas l'État qui... Il n'y a pas une prise en charge. Vous ne vous inquiétez pas, ici, on dit tout, en fait. Bon, le médicament que moi, je prends fait 2 500 000. Oui. Il y a combien dedans? 21 comprimés. Donc, pour 21 jours. Oui, pour 21 jours, accompagné de 2 injections. Il y a une subvention, il y a un accompagnement. Rien. Non, ce laboratoire, le laboratoire n'est pas... C'est juste... 21 comprimés. D'accord, très bien. Un par jour. Alors, vas-y, dis-nous, Sarah. Regarde. Dépister. C'est ça, en fait. Sarah va regarder en fait, sa caméra et nous donner son mot de fin. D'accord. Moi, mon message, il est on va dire, à 2 volets. Le premier volet, c'est par rapport aux femmes qui traversent cette situation, leur demander vraiment d'être fortes, de tenir bon et de savoir qu'elles ne sont pas seules. Il faut qu'elles se battent pour elles, qu'elles se battent pour leur famille. Malheureusement, bien souvent, des femmes sont abandonnées au cours du processus et ça ne leur donne pas le courage. Je veux juste leur dire, vous êtes des femmes fortes, vous êtes des femmes battantes. Il faut prendre votre courage à 2 mains. Et il faut aller de l'avant pour pouvoir vous sortir de cette situation-là. Ensuite, par rapport à tous ceux qui craignent le cancer ou tous ceux qui pensent que c'est une utopie, malheureusement, c'est une réalité. Tant que ça ne vous touche pas et que ça ne touche pas un proche, on pense que ça n'existe pas. Ouais. Faites-vous dépister, prenez votre courage à 2 mains. Voyez la vie en rose parce que vous êtes de belles roses. Ben, génial, c'est bien. Monsieur Amian. Oui, bon, moi, mon mot de fin, c'est d'abord rendre grâce à Dieu pour mon épouse. Oui. Je dis vraiment merci parce qu'il nous a soutenus dans cette affaire. Ce n'était pas facile, mais par sa grâce, nous sommes sortis la tête haute. Et deuxièmement aussi, dire merci à l'ONG Les Femmes Tsunamites et encourager en même temps toutes les femmes de la Côte d'Ivoire d'aller ce 19 octobre-là au lycée classique pour aller se faire dépister. Comme les dames ont dit, c'est vraiment important. Surtout aux hommes, que tu vas parler aussi, les maris. Bon, les maris peuvent accompagner les femmes, et puis les jeunes filles, les mamans, d'aller se faire dépister, c'est gratuit. D'accord. Et vraiment, j'encourage aussi toutes les femmes qui sont dans cette période-là de tenir bon. À être fortes, à être fortes, à être fortes. Les maris fortes. sont avec eux, et puis j'ai dit merci aussi au colonel et son épouse pour leur soutien. D'accord, très bien. Encore. Professeur, alors je termine avec toi, mais vraiment juste 5 choses qu'on doit retenir, mais vraiment en 2 secondes, parce qu'on est vraiment à la fin de l'émission, j'ai débordé, mais c'est une émission qui me parle tellement qu'il fallait que je laisse tout le monde parler. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le cancer n'est pas une fatalité. Ouais. Ce n'est pas une fatalité. C'est bien de se dépister,
mais c'est aussi mieux de prévenir. C'est ça. Et prévenir passe par ton alimentation et ton style de vie. Veille sur ce que tu manges, active ton mental anti-cancer qui est de demeurer en paix et puis manifeste de l'amour, de la joie. Prends soin de toi car chaque jour est une vie. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et nous, on va remercier toutes ces femmes fortes qui se battent chaque jour dans la lumière comme dans l'ombre. Vous avez vu ces survivantes-là, elles sont magnifiques. Oui. En fait, elles sont magnifiques. Donc, vous aussi, vous pourrez être ainsi. Vous aussi, vous pourrez raconter votre histoire. Mais pour cela, il faut se battre. Il faut se faire dépister. Il faut se soutenir. On ne lâche personne. Même peu importe si le cancer t'a touché, ça t'a pas touché. Soutiens celle qui a le cancer. Battons-nous pour que cette maladie disparaisse pour de bon. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Ce programme vous a été offert par Simam.